docteur On posera des questions au docteur Kiranova, qui est avec nous. Alors justement, on va continuer sur le laser et la cataracte avec la communication de professeur Christophe Baudouin, qui chef de service à l'hôpital des 15-20, et qui va nous parler de la chirurgie de la cataracte par laser femtoseconde, et je crois un petit peu aujourd'hui et demain. Alors, c'est une histoire de serpent de mer que je vais vous raconter, ou en tout cas essayer de vous faire suivre. On a vu la queue du serpent, là. Mais avant la queue, il y a quelques bosses. Alors, les quelques bosses, ont commencé à la fin des années 80, quand la chirurgie de la cataracte s'est trouvée avec une volonté et une technologie qui permettait de réduire la taille des incisions, donc le traumatisme chirurgical. Ça se faisait aux ultrasons, ça s'est toujours fait aux ultrasons, mais par différents canaux et différentes médiatisations. Ultrasons, ça ne voulait pas dire grand-chose à part l'échographie, donc ça s'est transformé bizarrement en laser. C'était la cataracte au laser. Ce qui fait que pendant les années 90, que j'ai quand même connu aussi en tant que chirurgien, le patient nous disait « vous opérez bien avec le laser ». Alors, au début, on disait « non, c'est les ultrasons ». Puis, à la fin, on avait un peu assez. Alors, on disait « oui, c'est au laser », parce que c'était en fait pour différencier la nouvelle technologie de l'ancienne technologie, celle à grande incision des prédécesseurs. Alors, bon, ça existait, on faisait des ultrasons, il y a eu des tentatives plus ou moins ratées, pour ne pas dire complètement ratées, de délivrer par des sondes une énergie, mais c'était toujours beaucoup moins efficace que les ultrasons. Et depuis une dizaine d'années, la cataracte au laser est devenue une réalité. Mais ce n'est pas la cataracte au laser, uniquement par laser. C'est cataracte au laser qui aide à réaliser la cataracte aux ultrasons. Et c'est ça qui permet de comprendre le deuxième épisode. Le souci, c'est que le présent n'est pas réellement là. La technologie est là. On perçoit bien que l'avenir passera par ça, mais la technologie n'est pas vraiment au point. Et c'est un peu ça le problème, à cause des circuits. Donc, à la différence de la chirurgie, chirurgie réfractive qui va vous être exposée dans un petit moment, où là, le saut technologique était tel que la situation où la chirurgie manuelle pour arriver à des découpes cornéennes n'avait plus aucun sens, et le laser a évidemment complètement balayé ce qui précédait. Indiscutablement, dans la cataracte, ça n'a rien balayé du tout. C'est une espèce de balayage avant, balayage arrière, avec quelques espoirs technologiques. Je ne vais pas commenter ce tableau compliqué. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut acheter, si on a envie d'en acheter, on peut avoir 5 machines. Toutes ces machines ont en commun de reposer sur quelque chose qui est, d'une manière générale, un progrès chirurgical majeur, qui est la réalité augmentée, c'est-à-dire l'imagerie au service de la chirurgie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des spécialités, et c'est quelque chose de très important. C'est l'imagerie qui va guider la précision. Parce que quand on est dans des précisions où le temps d'impulsion est de l'ordre du femtoseconde, lorsque on est dans des temps opératoires qui se font en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, et quelques dizaines de secondes, on trouve encore que c'est trop long, il est évident qu'il faut qu'il y ait une imagerie qui guide, et il faut une technologie qui soit associée. 4 de ces machines posent le problème que Philippe Guin a très bien résumé, c'est-à-dire une gestuelle, une organisation, une logistique compliquée. On met le patient dans une première salle, on fait la première technologie, et ensuite on fait la deuxième technologie un peu plus loin. Compliqué. Et donc, le besoin d'avoir une technologie intégrée sur le site opératoire complet est apparu avec une de ces machines, et évidemment avec ce qui vient de vous être montré. Alors, pour vous donner une idée que c'est quand même pas le genre d'engin qu'on transporte dans sa valise facilement, et que donc on se rend compte aussi que parfois c'est plus facile de déplacer le patient que de déplacer l'engin. Alors, quelques idées, quelques vidéos pour montrer un peu en quoi ça consiste. Le laser femtoseconde sert avant tout à aider dans certaines étapes de la chirurgie. Les étapes vont être les incisions, l'ouverture de la capsule antérieure et la préfragmentation du noyau. Préfragmentation ou fragmentation complète, je reviendrai dessus, parce qu'évidemment, le point crucial de différence entre les machines repose sur ce mot-là, cette nuance. Alors, ce que je vous montre là, c'est toute la partie embarquée de l'imagerie, c'est-à-dire que c'est celle qui va guider. Alors ça s'appelle de l'OCT, acronyme anglais, pour dire que ce sont des scans, en quelque sorte
d'imagerie des différentes structures oculaires, la cornée, le cristallin, on peut noter sa profondeur, on peut noter l'épaisseur cornéenne, on peut noter l'emplacement exact de l'enveloppe antérieure que l'on va ouvrir et que l'on va découper. Et tout ça, c'est lié au système. Et en fait, le système de visée et l'organisation, là vous avez le phintoscone, on dit les microbules qui apparaissent petit à petit. Le système d'installation est plus long que le système de délivrance. La capsule est déjà découpée. Quand on le fait manuellement, ça va durer une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes, avec parfois quelques aléas. Quand on le fait au laser, évidemment, c'est quelques secondes. Là, c'est la préfragmentation. Vous avez parlé de pizza. En fait, l'importance du laser femtoseconde, c'est qu'il transforme la matière. Et il va créer à la place de la matière une microcavité plasmatique, gazeuse, d'environ 1 micron de diamètre. Cette transformation de la matière réalise un véritable bistouri, puisque si on superpose les micro-cavités, on peut les organiser comme on le souhaite, dans le sens que l'on souhaite, avec la forme que l'on souhaite, à l'horizontale, en verticale, en oblique. Et donc cela va permettre de réaliser des ablations, des découpes, mais dont la taille, l'épaisseur est de 1 micron. Il n'y a aucun bistouri mécanique, chirurgical, qui soit capable d'atteindre des niveaux de finesse aussi importants. Là, vous avez vu l'ensemble de la procédure, de l'installation jusqu'aux incisions. Le souci, c'est que ça, c'est la préparation à la chirurgie. Alors, on a toutes sortes de modalités. Ce que je vais vous montrer, plus que l'installation du laser au contact de l'œil, qui est sur cette vidéo, avec à peu près la même opération, c'est en bas, ici, la découpe théorique, à droite, en bas, la découpe réelle, prise juste après le laser. Donc, des découpes qui peuvent être avec des formes dont l'idée avec les machines actuelles, c'est donc cette préfragmentation. On va le retrouver avec différents types de systèmes, et cela peut permettre aussi de faire des découpes intracornéennes pour modifier la courbure de la cornée, corriger des astigmatismes, ou arriver à optimiser le résultat réfractif dans une chirurgie de la cataracte, parce que jusqu'à il y a encore quelques années, l'objectif d'une chirurgie de la cataracte, c'était d'enlever une opacité qui gênait la vision. Aujourd'hui, c'est d'en profiter pour corriger au maximum les anomalies visuelles qui préexistent, myopie, hypermétropie, astigmatisme, et il y a donc plusieurs techniques qui peuvent passer par les implants, mais aussi par la cornée. Tout cet ensemble est donc très 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 performant. Mais il faut déplacer le patient, et ça c'est un problème, parce que c'est toute une logistique lourde, compliquée, qui rallonge le temps opératoire. Et comme je vais vous montrer, comme la suite, l'aval du laser n'est pas d'une simplicité extrême, eh bien finalement, c'est une limite majeure à l'utilisation de ces 4 machines. Alors là, vous avez la 5e, celle qui ressemble à ce qu'on vient de vous montrer. La 5e, c'est celle qui a un bras qui va délivrer le laser sur l'œil du patient, enfin au niveau des structures de l'œil du patient, dans les conditions chirurgicales. On pose le bras du laser, conformément à ce qu'on vous a dit, alors ce n'est pas robotisé sur cette machine, et on va le faire manuellement avec quelques aléas dans la manutention de l'appareil. L'appareil, de la même manière, grâce à l'imagerie embarquée, va permettre de repérer exactement les structures et de délivrer le laser proprement dit. Ce qui est intéressant, si je gagne un peu de temps, c'est qu'une fois que la technique est faite, on retire le bras du laser et on peut faire sa chirurgie dans les conditions chirurgicales normales, facilitées par le geste qui a précédé, par le fameux laser femtoseconde. Le problème, c'est que c'est pas toujours si simple. L'enveloppe n'est pas toujours découpée de manière absolument parfaite, parce que la nature n'est pas absolument parfaite, il peut y avoir des irrégularités dans les tissus. Là, vous avez donc cette préfragmentation qui va ensuite être aspirée, éliminée avec un mélange d'ultrasons et d'aspiration. Et effectivement, le but dans un monde parfait serait de se passer de cette délivrance d'énergie ultrasonique supplémentaire, puisqu'on a délivré de l'énergie par laser, c'est un peu dommage d'aller rajouter de l'énergie par ultrason. Et donc depuis un certain nombre je dirais presque depuis les débuts, la réflexion pour essayer d'optimiser le laser pour réduire l'aval, évidemment, est une réflexion importante. Réduire l'aval, c'est faciliter la logistique en concentrant tout, même machine, même patient, même lieu, et c'est optimiser l'énergie pour la réduire en essayant d'éviter 2 technologies complémentaires. On a donc des machines sur le marché qui ont des concepts communs, des différences. En commun, l'imagerie embarquée, la réalité augmentée.
Si ça mérite d'en parler, c'est parce que c'est indiscutablement une technique d'avenir qui a besoin encore de s'améliorer. Ça a en commun aussi un prix non négligeable, ce qui évidemment est un frein à l'utilisation, à la fois dans l'usage et dans l'achat. Ça a un élément important en matière d'image vis-à-vis des patients. On a vu tout à l'heure, haute technologie, délivrance d'énergie faible, plus d'ultrasons, une espèce de machine tout en un, et en plus, cerise sur le gâteau, un robot. C'est joli quand même. Mais il est certain qu'il y a des limites. La chirurgie n'est pas toujours simple. L'organisation des soins peut être complexe. Le temps général est plutôt augmenté pour une chirurgie qu'on veut essayer d'optimiser et de faire le plus rapidement possible. Et puis, une étude qui a été une étude française qui est multicentrique, qui a essayé d'analyser le coût, le surcoût, l'intérêt, l'efficacité économique, et qui a quand même bien enfoncé le clou et plutôt mis le laser dans un cercueil en indiquant que finalement les avantages étaient relativement faibles par rapport au surcoût. Ça, c'est vrai pour les générations actuelles de laser. Il est évident que lorsque l'on pourra et ira encore plus loin dans la technologie, et c'est en cours, il y aura un avantage important. Qu'est-ce que c'est la chirurgie idéale finalement ? Un laser sur place. Une aspiration optimisée avec le moins d'énergie possible. Avec une préfragmentation qui soit tellement forte, tellement puissante, que l'on n'ait pas besoin de faire quelque chose et qui fasse que le geste qui suit est un geste plus facile et non pas un geste aussi difficile, voire même un petit peu plus technique. Une chirurgie par micro-incision permettant de faire par l'aspiration des incisions encore plus petites que ce que nous faisons. Alors, on n'est déjà pas mauvais puisqu'on est à moins de 2 mm d'incision. Mais on peut, par ce type de technique, descendre au-dessous de 1 mm. Alors, c'est intéressant parce que l'accompagnement technologique accompagne la chirurgie et vice-versa. Aujourd'hui, les machines de phacoemulsification classique font du 1,8 mm. De toute façon, ça ne sert à rien de descendre plus bas parce qu'il n'y a pas d'implant qui permette d'être introduit par moins de 1,8 mm, qui est la limite, 1,5 à l'extrême rigueur, mais en forçant. Donc, il n'y a pas de motivation pour les développeurs d'implants à développer des implants nouveaux, puisque de toute façon, il n'y a pas de technique chirurgicale qui permette de descendre l'incision. Mais s'il y a moyen de descendre l'incision, le passé a toujours été dans ce sens. La chirurgie appelle la technologie appelle de nouvelles technologies, et on sait bien que les autres suivront. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a une complémentarité chirurgicale, et à la différence de ce qu'on pourrait croire, un robot complet qui fait tout, et puis on laisse le patient dans un coin, et puis on va faire autre chose pendant ce temps-là, et puis on revient une fois que c'est fini, ça n'est pas réel. Depuis ce fantasme de la chirurgie de la cataracte, qui serait une espèce de technicité automatisée où le chirurgien n'aurait rien à y faire, ben c'est à peu près comme en aéronautique. C'est pas parce que tout peut être fait, tout peut être programmé et automatisé dans le pilotage d'un avion du point de départ jusqu'au point d'arrivée qu'il ne faut pas de pilote. Le pilote va rester extrêmement important et ce pilotage va rester très important. C'est le pilote qui, de toute façon, va continuer à conduire la technologie, et c'est ce que dira le pilote qui permettra aux industriels de développer des nouvelles technologies. Je vous remercie. Après cet exposé magistral, cher ami, merci beaucoup.